Salut les goths et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Cam. Salut Cam. Salut Anto, salut les gosses. On se retrouve aujourd'hui du coup pour débriefer le Tour de Catalogne. Également pour parler des courses pavées qui a eu lieu ce week-end avec le 3 Saxo Bank et Gand-Wevelgem du coup. Du coup Cam, je te laisse commencer. On va commencer par le Tour de Catalogne avec la victoire de Primoz Roglic. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course déjà pour commencer? Ouais, alors le Tour de Catalogne, que personnellement, je reste un peu sur ma faim. On a vu, il y a eu des problèmes d'organisation, notamment l'étape du samedi, si je dis pas de bêtises, qui a été raccourcie, qui a duré 30 km. Donc les principales difficultés, malheureusement, ont été amputées. Et donc ça laisse une odeur de... Il nous manque quelque chose, on reste un peu sur notre faim pour ce Tour de Catalogne. Donc personnellement, je suis un peu déçue. On attendait la première bataille entre Juan Ayuso et Primoz Roglic. Et elle a eu lieu partiellement, si on peut dire, parce que à cause des conditions. Et donc ouais, personnellement, je reste un peu sur ma faim. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Moi en vrai j'ai trouvé que c'était une plutôt bonne course. Même si oui forcément avec le parcours on s'attendait pas de toute façon à une course dingue. Et les organisateurs ont un peu tout détruit jour après jour, on va dire. Mais on a pu avoir un peu des indications en vue du Giro, où on sait qu'il y aura normalement Roglic et Ayuso, par exemple. Il y aura aussi normalement Mikel Landa, d'ailleurs. Des premiers enseignements où on voit que Roglic, toute la semaine, a laissé un petit peu le suspense, pour au final montrer sur la dernière étape qu'il était le meilleur. Donc je trouve une course assez intéressante, même si voilà, forcément du coup avec le parcours on s'est pas régalé non plus tant que ça, mais c'est quand même cool de voir une course où il n'y a pas Pogacar qui surdomine par exemple toute la concurrence, ou comme ce qu'on peut voir aussi sur les courses pavées, des dominations aussi, donc voilà, on peut commencer un peu avec tes tops aussi, pour parler un peu d'autres coureurs euh, qui t'ont marqué cette semaine. Ouais. Ouais, alors moi, comme top, j'ai mis le coureur de la Jumbo-Visma qui n'était pas prévu à la base au départ. Il a remplacé Jonas Vingegaard, donc c'est Matthew Brennan, le Britannique, qui a, il me semble, il va avoir 20 ans, si je dis pas de bêtises, et il a remporté 2 succès sur les routes de la Catalogne. Il me semble qu'il gagne la première étape, si je dis pas de bêtises, en crucifiant Thibaut Del Grossor. Hein, euh, Thibaut Del Grossor qui était parti, qui avait fait le coup du kilomètre, il me semble, il avait peut-être attaqué un peu plus tôt. Et au final, il se fait revoir à, je crois, 150 mètres, quelque chose comme ça, sur la ligne, si je dis pas de bêtises. Et ouais, donc Mathieu Brennan qui va chercher sa première victoire. Et ensuite, il me semble qu'il gagne, je sais plus quelle étape, ça doit être la troisième, quelque chose comme ça. Mais franchement, belle révélation, je trouve, de ce jeune coureur chez la Jumbo-Visma. Personnellement, j'étais un petit peu déçue de leur jeune coureur. Mais là, c'est vrai que c'est un très beau profil qu'on a et qui s'est révélé là sur ce Tour de Catalogne. Non, c'est sûr que Matthew Brennan, il fait un gros début de saison déjà. En plus, il avait déjà gagné 2 ou 3 fois juste avant. Et là, il a gagné 2 fois en World Tour cette semaine. Donc impressionnant. Dommage qu'il ait abandonné du coup sur l'étape de samedi. Parce que en vrai, déjà, ça aurait pu lui convenir. Et en plus de ça, quand tu fais une course, pour moi, tu vas au bout de la course et tu la respectes, quoi. Donc un peu décevant. Mais sinon, vraiment, il confirme qu'il a un énorme potentiel. Il avait déjà été plutôt assez bon chez les jeunes. Et là, il explose complètement à 19 ans. Donc incroyable. Moi, mon top, je suis pas très original, mais pour moi, c'est Primoz Roglic. Parce qu'on dit souvent d'ailleurs que Primoz Roglic, c'est le coureur qui n'attaque jamais, qui attaque moins que Rigoberto Urán. Et pour le coup, il a montré aujourd'hui avec un raid de 25 km qu'il était capable lui aussi de le faire. Donc incroyable Primoz Roglic sur cette dernière étape et avant tout ça, surtout aussi pour montrer que certes son début de saison était pas si fort que ça, un peu décevant sur toutes les courses auxquelles il a participé. Mais là, quand ça commence à compter, il est là, il est présent, il regagne le Tour de Catalogne qu'il avait déjà gagné, je crois, il y a 2 3 ans. Donc assez impressionnant. Et puis comme je disais tout à l'heure, en vue du Giro, il montre aussi un peu à Ryan Ayuso qui sera là et que il va falloir compter sur lui maintenant pour le Tour d'Italie, quoi. Ouais, c'est vrai que heureusement que Primoz Roglic était là quand même parce que sinon le général aurait pu jouer aux bonifications. Donc c'est vrai que heureusement qu'il a attaqué aujourd'hui parce que sinon on serait un peu ennuyé, je pense.
Mais ouais, comme tu as dit, 2 victoires d'étape et il a montré que c'était le patron et il frappe un grand coup quand même avant le Giro, quoi. Bon, je pense qu'on peut passer du coup au flop de la course. Est-ce que toi, tu as un flop particulier à nous dire? Moi, en flop, c'est vrai qu'il y a pas mal de leaders du général qui n'ont pas fait de très grands résultats, notamment par exemple un Simon Yates qui m'a un peu déçu, un Ben O'Connor. Après, c'est vrai qu'au vu du profil, maintenant, comme il n'y a pas eu de grande étape de montagne, j'ai pas trop envie de leur en tenir compte. Mais j'avais pensé aussi à Caden Groves, le sprinter d'Alpecin, qui était le meilleur sprinter sur la liste de départ et qui, au final, n'a pas remporté la moindre étape, qui abandonne même, je crois, c'est vendredi. Et ouais, il est un peu passé à travers, je trouve, son tour de Catalogne, mais bon, rien de. C'est pas non plus un gros flop, quoi. Et toi, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bah moi j'ai mis Egan Bernal parce que j'attendais un petit peu mieux de sa part. Il fait septième au final, mais quand même derrière Lorenz de plus, donc ça montre bien que je pense qu'il était quand même le coureur protégé et même s'il revient de blessure, c'est pas rédhibitoire on va dire, mais Bernal doit mieux faire je pense et en tout cas avec la condition qu'il avait montré en début de saison. Donc voilà, après c'est un peu dur. Comme tu as dit, avec le peu d'opportunités qu'il y a eu, il y a aussi Caden Groves qui a été décevant, je trouve. Euh, donc voilà. Je pense que pour le Tour de Catalogne, on a fait le tour. On va pouvoir passer du coup. Euh, Moi, je voulais Ouais, parler vas-y. juste une petite brièvement sur Ayuso, qui personnellement m'a déçu sur cette dernière étape. Malgré, il avait fait un très bon début de saison. Il avait pris Tirreno, il avait gagné 2 victoires déjà la Drôme Classique et en Italie. Il est vraiment un début de saison parfait. Et là, c'est vrai que cette dernière étape, il m'a un peu déçu. Je sais pas si c'est parce qu'il avait pas la jambe. On aurait dit il était un cran en dessous de Primoz. Et moi, il m'a un peu déçu quand même. Mais bon, c'est on verra pour le Giro ce que ça donne. Pour moi, je le mets encore un peu devant Roglic à la longue, mais on verra là. Roglic a quand même pris un petit ascendant sur ce Tour de Catalogne. Ok, bon, ben, en tout cas, je pense qu'on en a fini pour ce Tour de Catalogne. On va pouvoir passer du coup à l'E3, qui était la course de vendredi dernier du coup, qui a vu la victoire, la grande victoire on va dire de Mathieu Van Der Poel après un raid solitaire assez incroyable. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette course et qu'est-ce que tu retires de cette course aussi? Ce qu'on va retenir, c'est quand même la suprématie de Mathieu Van Der Poel. Après, honnêtement, moi, ça va. J'ai vu que beaucoup de gens avaient été énormément déçus, etc. Mais ça va, j'ai trouvé la première bataille, entre guillemets, entre les favoris assez intéressante. Hein. Je crois qu'ils partent à 80 km. Il me semble que c'est Van Der Poel qui attaque avec Pedersen et Ghana. Il doit y avoir peut-être un jumbo, je sais plus. Mais ils partent en gros tous les trois. Et c'est vrai que le duel cette bataille à trois était assez intéressante jusqu'à ce que l'ogre Mathieu Van Der Poel parte. Mais ça va, c'était plutôt intéressant. J'ai bien aimé après la bataille entre Pedersen et Van Der Poel qui était sympa. Mais voilà, Mathieu Van Der Poel simplement trop fort, hein, franchement. C'est sa deuxième. Il a remporté back-to-back, je crois. Hein, le 3 là, il avait déjà remporté l'année dernière. Et tout simplement, il est trop fort. Hein. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus. Non, toi t'as tout dit, de toute façon, on s'attendait à sa victoire, de toute façon, avec ce qu'il a affiché à Milan-San Remo déjà, on se doutait qu'il serait fort. Un petit peu déçu de Jorgensen par exemple, qui lui pour le coup a déçu, mais un peu comme toute la Jumbo, donc on en parlera après dans les top flops, mais voilà, après, ce qui est un petit peu frustrant, on va dire, si, pour défendre un peu ceux qui disent qu'on en a marre de la surdomination, etc., on en fait partie aussi. Mais c'est surtout le fait que, en fait, peu importe ce qui se passe, ils sont au-dessus, quoi. Et en fait, à n'importe quel moment de la saison, dès qu'ils planifient une course, par exemple, Van Der Poel, il part et puis la course est finie, quoi. Donc pour le spectacle, ça rend la course un peu moins fun. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des beaux coureurs derrière, et puis on a vu ensuite qu'ils étaient capables de gagner eux aussi ce week-end. Donc non, ça reste quand même un Tour des Flandres. On en parlera jeudi d'ailleurs dans la vidéo pour la prévue du Tour des Flandres. Hein, mais le Tour des Flandres reste quand même incertain avec des coureurs qui performent chacun un peu de leur côté, quoi.
Donc est-ce que toi, Mais ouais. t'as un top particulier à nous dire? En top, du coup, on va pas inclure Van Der Poel, hein. Moi, en top, je vais être original, je vais dire Aimé de Ghent, le coureur de Cofidis, qui a pris une 7e place et qui a bien résisté avec son compagnon d'échappée, Casper Pedersen. Mais je trouve que c'est une bonne petite 7e place pour la Cofidis. Il était dans l'échappée, ouais, et il a plutôt bien résisté jusqu'à la fin. Donc je trouvais ça sympa. Après, bien sûr, on peut parler d'un Filippo Ganna. Je suis pas sûre qu'il était prévu de base, mais il me semble que il a été rajouté, ou alors pour préparer le Tour des Flandres, auquel par contre il ne devait pas participer, et là il va le faire. Mais j'ai bien aimé Filippo Ganna, ouais, qui semblait malheureusement un petit peu fatigué. En tout cas, il n'a pas réussi à suivre Pedersen, mais ça va, je trouve qu'il fait une très bonne campagne pour l'instant de classique. Et voilà. Hein, et toi, je sais pas qui est ton top. Bah, moi, mon top, c'est pas Mats Pedersen, ça aurait pu être lui, mais c'est un autre Pedersen, c'est Casper Pedersen qui était dans l'échappée avec Aimé de Ghent et qui a un peu sauvé la course de la Soudal Quick-Step. Après les chutes c'est Van Gestel qui est tombé. Il y a eu deux autres équipiers, Warlop je crois, et j'ai plus le nom du dernier. Mais en tout cas, une course compliquée pour l'équipe et au final une 4e place assez encourageante. Et surtout, bah, il a montré qu'il avait le niveau quand même pour au final quand même tenir cette 4e place. Donc super cool. Et après, je peux enchaîner directement avec les flops. Moi, pour le coup, je parlais déjà de Jorgensen, mais je pense qu'on peut inclure un peu toute la Visma, avec notamment Mhm. Wout van Aert qui est encore déçu, qui Mhm. pour le coup n'est pas du tout à son niveau pour l'instant. Alors certes, il revenait apparemment de stage d'altitude quelques jours avant, mais du coup, quand tu es sur une course, normalement tu es quand même là pour performer. Van Der Poel, dès qu'il est sur une course, il gagne de toute façon. Donc en fait, j'ai un peu de mal à comprendre l'état de forme de Wout van Aert qui ont pensé aller un petit peu mieux en début de saison. Puis finalement, on montre pas grand chose pour l'instant. Peut-être qu'il va nous sortir un Tour des Flandres de folie, il va arriver comme ça. Mhm. Mais en tout cas, on n'a aucun indicateur Ah, positif avant le Tour des Flandres. C'est tout ce que je veux dire. ouais, ouais. Puis même s'il avait la pédale, là, enfin, franchement, il était mal placé déjà. Il était super mal placé quand ça attaque. Donc je pense même pas que s'il avait été si fort que ça, il aurait pu suivre parce que son placement déjà le met pas en avantage. Donc franchement, non, je suis d'accord avec toi complètement. Une nouvelle fois décevant pour moi, ça fait 1 ou 2 ans qu'il est en dessous des autres. Donc à voir sa campagne de classique là, on verra autour des Flandres. Mais bon, comme tu l'as dit, face à un Mathieu Van Der Poel qui est à 3 sur 3 en course d'un jour cette année, je pense que ça va être compliqué quoi. Et toi, Et, c'est quoi ton flop? ouais, moi, ce que j'allais te dire, moi, mes flops, j'ai mis l'équipe UAE, qui pour moi, ils avaient une très belle équipe. Il y avait Tim Wellens, Nils Politt, Florian Vermeersch, même le psy portugais Antonio Morgado. Mais au final, ils n'ont pas pesé sur la course. Hein, Tim Wellens fait une 8e place, sinon derrière, il n'y a pas grand monde. Hein, il y a Nils Politt 18e, mais honnêtement, avec une telle équipe, je les attendais mieux. Donc ouais, pour moi, c'est un petit flop. Honnêtement, au vu de leur équipe, ils ont absolument pas pesé sur la course. Donc ouais, je mettrais UAE. Ok, ok. Je pense que pour le trot, de toute façon, on va tous enchaîner avec l'autre Flandrienne qui a eu lieu ce dimanche, du coup, pour le coup. Une course complètement différente pour le coup, parce que vendredi, on avait une course où les mecs, ils arrivaient tous un par un, etc. Là, à part une grosse échappée qui s'est formée, et du coup, un mec en solitaire qui a encore gagné à l'image de Van Der Poel, mais sinon, ensuite, c'est un gros peloton qui est arrivé, enfin, un gros peloton. Pas si gros que ça, je crois qu'ils sont une quarantaine ou une cinquantaine peut-être. Ils sont arrivés à 47, je crois, 46. Donc ouais, donc, un petit peloton, mais quand même pour une course pavée, un gros groupe quand même. Et avec la victoire du coup de Mats Pedersen, qui n'avait pas gagné sur le 3, mais qui prend sa revanche sans Van Der Poel certes, mais qui montre que lui aussi est capable de solitaire. Je crois qu'il a fait plus de 50 km seul. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette course? Et est-ce que ça t'a donné un peu plus d'indicateurs en vue du Tour des Flandres? Moi, cette course, honnêtement, je me suis un peu ennuyée, on va pas se cacher. Il y avait Pedersen qui était beaucoup trop fort, entre guillemets, pour les autres. Mais ouais, il a fait un solo, comme tu l'as dit, d'un peu plus de 50 km.
Et ouais, il était sans concurrence, honnêtement, on s'est un peu ennuyé, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé que cette année, sur Grand Level Game, il y avait un plateau qui était un peu moins bien que les années précédentes. Hein. L'année dernière, par exemple, il y avait un Vanderpool. Donc, par exemple, il gagne Pedersen, c'est la 3e fois, il me semble, qu'il gagne Grand Level Game, là. L'année dernière, il bat Vanderpool. Cette année, malheureusement, il y avait moins d'hommes forts. Donc, j'ai moins apprécié, c'est vrai. Après, derrière, on regroupe, ouais, on voit le peloton qui est réglé par Tim Merlier. Hein, la Trek est pas passée loin du doublé, mais honnêtement, je trouve pas ça étonnant vu l'équipe qu'ils avaient. Je pense ils pouvaient gagner dans n'importe quel scénario, tout simplement. Donc, honnêtement, ouais, ça m'étonne pas ce coup de force de la Trek et de Mads Pedersen qui s'impose comme étant l'un des grands favoris du Tour des Flandres. C'est sûr, ça. Très beau week-end de sa part de course. C'est quoi le coureur qui t'a particulièrement surpris sur cette course? Ton top? Mon top, au-delà de la Trek, j'ai mis un Hugo Hofstetter qui a pris la 5e place. Moi, personnellement, je n'attendais pas du tout à prendre la 5e place. Hein. Il est devant un Binam Guermé, il est devant des sprinters de renom. Donc franchement, le voir 5e de Grand Level Game, je trouve que c'est une bonne performance. C'est sa meilleure place sur la course en carrière. Et ouais, je trouve que c'est une performance sympa. C'est le premier français du coup. Hein, et ouais, ça fait plaisir de voir Hugo Hofstetter bien classé sur une course prestigieuse comme ça. Hugo Hofstetter, ouais, qui a fait une superbe course pour le coup. Et pas beaucoup de monde l'avait vu avant cette course capable de rivaliser. Mais il montre encore une fois que sur les courses dures, bah, il est capable d'aller chercher des gros sprints. Là où certains sprinters un peu plus rapides, etc., sont peut-être un peu cramés. Donc hyper intéressant. Moi j'ai parlé de Tim Merlier parce que on parle souvent de Tim Merlier comme le mec qui est pas capable de résister sur les courses dures, etc. Je sais pas s'il est prévu pour Paris-Roubaix pour le coup, mais il montre aujourd'hui que face à un Jonathan Milan qui est lui pour le coup réputé pour être un dur et que même sur les courses dures il est toujours là, il le bat quand même à la régulière au sprint. Et ils se sont fait un vrai sprint en plus, c'est pas les mecs où ils sprintent juste pour la placette. Là on sentait qu'ils avaient aussi envie de se tester. Dommage que l'équipe Soudal n'ait pas roulé un petit peu plus dans le final. Apparemment ça a été reproché par l'équipe Alpecin et notamment Philipsen que Soudal a pas mis assez de mecs pour revenir sur Pedersen. Mais pour le coup Merlier prouve que selon moi il est bien le meilleur sprinter du monde surtout. Et encore une fois il a brillé sur une classique pavée. Donc Quickstep qui montre avec Magny en début de saison sur l'Omloop et là maintenant avec Merlier qu'ils ont quand même des cartes. Il y a Casper Pedersen qui fait 4e vendredi. Donc ça c'est des résultats assez intéressants et qui montrent quand même une certaine renaissance peut-être de l'équipe sur les classiques pavés. Même si bien sûr on n'a pas eu les gros scénarios avec des courses extrêmement dures comme on va peut-être en avoir sur Roubaix et le Ronde, hein, mais ça on en parlera dans les prochains jours. Est-ce que toi de l'autre côté, on a parlé des tops, qui t'a déçu sur cette course particulièrement? Moi en flop j'ai mis Jasper Philipsen qui traverse une période pas facile, hein. Il me semble qu'il gagne quand même Kurn Bruxelles Kurn, mais c'est vrai que depuis le début de saison, mis à part cette course, moi je le trouve assez décevant. Après, bon, là, par exemple, il a eu un problème mécanique, il me semble, un peu avant que Pedersen attaque. Donc, un problème mécanique qui l'a un peu mis hors jeu quoi, de la course. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette circonstance. Mais au final, il termine quand même dans le peloton. Et il fait presque avant-dernier du peloton. Quoi, donc, ça reste décevant. Je trouve qu'en ce moment, c'est dur pour lui depuis sa chute. Il y a un peu plus d'une semaine. Il est pas dans une très bonne période. Mais ouais. Je dirais Philipsen en flop. Je sais pas ce que t'en penses. C'est aussi un indicateur, on en parlera dans la prévue du Ronde, hein, mais c'est un indicateur de le fait que Van Der Poel paraît avoir une équipe quand même pour l'instant assez faible, même si on sait qu'il a toujours gagné par sa supériorité personnelle et pas par son collectif. Mais par exemple, en face, Trek montre que ils sont capables de gagner avec plusieurs mecs potentiellement. Voilà, c'est assez un gros contraste, on va dire, qu'il y a entre les deux équipes. Moi, mon flop à moi, parce que bon, Pedersen, je suis totalement d'accord avec toi, mais il y en a aussi un qu'on voit pas du tout pour le coup depuis le début de saison,
Et c'était un coureur qui avait marqué un peu les pavés les classiques pavés de l'année dernière. C'est Laurens Pitty, qui je trouve est vraiment décevant. Il a un peu du mal à digérer pour l'instant Ouais, c'est vrai. son transfert à Red Bull Bora. Et encore une fois, bah, aujourd'hui inexistant. Je pensais que sur une course où il y avait un peu moins de gros mecs, on va dire, il aurait l'occasion de plus se montrer. Et bah, je l'ai pas trop vu de la journée, donc un peu inquiétant avant bah, évidemment le Ronde et Roubaix. Je sais pas ce que ça va donner pour lui, mais bon, les feux sont pas ouverts pour lui en tout cas. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, il fait vraiment une saison pas folle. Ouais. Il a fait 5e des championnats de Nouvelle-Zélande du chrono et 3e de la Cadel Evans Race. Mais sinon, à part ça, c'est très faible. Il est rarement placé. Donc, ouais, je suis d'accord. Depuis qu'il a été transféré à Bora, on aurait pu s'attendre à justement qu'il step up plus sur les courses comme ça. Et pour l'instant, c'est pas le cas. C'est même l'inverse. Donc, il a du mal à se mettre en route dans cette nouvelle équipe. Après, il me semble qu'il était tombé à Milan-San Remo. Mais bon, je suis pas sûr que ça soit une chute très, très grave. Mais ouais, c'est un Ouais, peu décevant, t'as raison. parce que pour le coup, Merlier est tombé lundi, il est retombé, je crois, aujourd'hui sur Gant. Donc les chutes, il y en aura toujours. Bon, après, sauf si c'est une chute plus grave, mais sur les courses, pour moi, c'est qu'il peut courir et qu'il doit performer. Et il a un meilleur effectif en plus avec lui que l'année dernière avec FDJ, donc un peu décevant. Mais encore une fois, la réalité d'un jour peut être différente et on verra ce que ça donnera. Ce que ça donnera du coup ben, le week-end prochain. On va se retrouver du coup de toute façon Ouais. ben, jeudi pour parler du Tour des Flandres. Et, Salut les gouttes. bah, salut à tous!